Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue à cette première journée qui lance le forum stratégique sur la relance économique qui a été organisée par BCF. Mon nom est Sarah Mitchell, chef du développement de clients et de la stratégie de marché chez BCF. Et je serai aujourd'hui votre maître de cérémonie. Donc d'abord, merci à tous qui s'est joint ce matin. Ce forum s'échelonnera sur 3 jours, donc aujourd'hui, demain et jeudi, et traitera de 3 thèmes différents. Ce matin, vous êtes plusieurs chefs d'entreprise, acteurs de changement et entrepreneurs novateurs à être présents pour écouter nos 4 invités de marque qui vont nous partager leur vision, leur expérience et leur stratégie pour favoriser l'autonomie économique, et nous permettre de nous entretenir sur comment naviguer entre le commerce local et international alors que nous vivons tous une période d'incertitude. Demain, nos discussions porteront sur la croissance par fusion et acquisition et jeudi, sur l'innovation comme moteur de croissance. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon collègue et ami Mario Charpentier, associé fondateur chez BCF, pour débuter cet événement par une grande entrevue qui durera 30 minutes avec le docteur Louis-Philippe Vézina, président et chef de la direction d'Angani. Donc, messieurs, bonjour. Et Mario, à toi la parole. Merci, Sarah. Bonjour à chacun d'entre vous. Félicitations pour être présent en aussi grand nombre à ce forum stratégique s'échelonne sur 3 jours. À ce temps-ci de l'année, d'avoir une centaine de personnes qui participent, c'est franchement encourageant. Donc, merci à tous et chacun d'entre vous d'être présents. Alors, Louis-Philippe Vézina, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Toute son équipe, d'ailleurs, une grande équipe chez Angani. J'oserais dire, on parle de la place du Québec dans l'innovation, puis se lever debout pendant la croissance. Alors, je fais juste dire d'entrée de jeu que Louis-Philippe Vézina, évidemment, cofondateur ici d'Angani. Mais parle-moi, pendant le temps qu'on a là, ici, en commençant, on aimerait entendre parler de l'homme. C'est qui ça, Louis-Philippe Vézina? Moi, ce que je sais, juste pour donner un petit cue, c'est que c'est sa 2e entreprise qui lance. Il a été le cofondateur de Medicago, qui fait bien parler de lui dans les nouvelles. Et il a recommencé une aventure France-Québec avec Angani. Mais c'est qui l'homme d'affaires? C'est quoi le background de Louis-Philippe Vézina? Louis, bienvenue et à toi la parole. Merci beaucoup, Mario. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Heureusement, on peut se connecter par Zoom parce qu'on est pas mal tous isolés. Mario, moi, j'ai commencé ma carrière comme scientifique, donc on va en parler pendant les minutes qui vont suivre, mais je suis vraiment quelqu'un qui était a été élevé dans un milieu entre un doyen de faculté des sciences à l'Université Laval, puis la famille de mon père qui comptait probablement 7 ingénieurs, je pense, en mécanique, en chimie, en toutes sortes de choses. Donc, j'ai été élevé dans un milieu scientifique, mais aussi dans un milieu d'innovation. Je viens de familles où les gens, en général, se disent « j'aime mieux le faire par moi-même que le faire par quelqu'un d'autre ». Et j'ai un background en sciences. J'ai fait mon bac, maîtrise, doctorat associé à l'Université Laval, mais surtout à l'Université d'Ottawa. J'ai été après ça en Angleterre pour faire un postdoc qui a été un peu écourté. J'ai commencé à travailler. En fait, j'ai été embauché avant de finir mon doctorat par le ministère fédéral. J'ai commencé à travailler au ministère de l'Agriculture en biotechnologie végétale. Mais la recherche académique, ce n'était pas tellement pour moi. J'avais des fourmis dans les jambes pas mal. Alors, dès 95-96, ça faisait une dizaine d'années que j'étais à l'emploi, j'étais en recherche. J'ai décidé de fonder l'entreprise Medicago, en fait, qui a commencé vraiment ses activités en 97, mais ses vraies activités de laboratoire, recherche, tout ça, au tout début des années, enfin, à la fin des années 90. Puis si vous vous souvenez, c'est la première pandémie H5N1.
Et l'idée de Medicago, en fait, Medicago s'est développé en même temps que les biopharmaceutiques se sont développés, c'est-à-dire tous les blockbusters du monde de la pharma qui servent maintenant à traiter le cancer, Herceptine, toutes sortes de médicaments comme ceux-là, qui sont des médicaments biologiques. Déjà dans ces années-là, on savait qu'ils allaient faire une révolution dans le monde de la médecine, mais les coûts de production n'arrêtaient pas d'augmenter. Il y avait des limites au volume de production. Les compagnies comme Amgen, Biogen commençaient à s'installer un peu partout dans le monde, à Singapour, en Irlande, pour une espèce de boom de biotech dans lequel il y a eu beaucoup d'argent. Ces compagnies-là sont parties du statut de biotech pour devenir les plus grandes pharma au monde en l'espace d'une quinzaine d'années, entre 1995 et 90 et 2005 à peu près. Et le challenge que je voulais proposer, c'est qu'on trouve une façon de faire ces biopharmaceutiques-là de façon plus abordable pour qu'ils soient disponibles pour tout le monde. C'est encore une question qui est très pertinente en ce moment. On va en parler autour de COVID parce qu'on va y revenir, mais le président Trump a été traité avec ce qu'on appelle un biopharmaceutique. C'est un anticorps monoclonal. 90% des biopharmaceutiques sont des anticorps monoclonaux. Et ça coûte encore une fortune pour les faire. Vous avez entendu parler du coût de la dose proposée par Regeneron. On parle de doses qui coûtent au-dessus de 1 000 $ à toutes les fois qu'ils sont utilisés. Alors ça, c'était le défi de Medicago. J'ai toujours été quelqu'un de challenge et de défi. Puis j'ai pris le background scientifique que j'avais et je l'ai complété même à l'intérieur de Medicago. Je n'avais aucune notion de vaccinologie ou d'immunologie quand je suis rentré dans Medicago. C'est un encouragement pour les gens qui sont des technologues ou scientifiques puis qui sont avec nous ce matin. La vie n'arrête pas après un PhD, la vie commence. Ah ben, c'est bien ça. On a appris sur le tas. Et comme on se développait en même temps que les pandémies, bien, les deux propositions de Medicago, c'était les suivantes. On voudrait être capable de faire des biopharmaceutiques pour les rendre plus abordables, les faire à moindre coût dans les plantes. C'est l'aspect technologique que j'avais amené. Mais aussi, à cause de la pandémie, Medicago s'est développé comme un producteur de vaccins pandémiques avec une technologie qui était capable de réagir très rapidement. On l'a vu, dans le cas de la pandémie, Medicago a fait les nouvelles très rapidement après l'éclosion. Et ils sont encore, pour ce qui est des vaccins un peu plus traditionnels, c'est-à-dire les vaccins qui ne sont pas des vaccins ARN, sont encore en avance. Alors, c'est une grande fierté pour moi, évidemment, de voir que cette technologie-là qui a été développée en 2000 et 2005-2006, surtout, là, pour les premières entrées en phase clinique, mais qui n'a pas arrêté d'évoluer, j'en suis certain, nous permet maintenant de penser qu'au Canada, on va être capable de se faire des vaccins. À ma connaissance, Medicago est la seule compagnie canadienne encore aujourd'hui à être capable de promettre la production d'un vaccin COVID. Moi, j'ai laissé Medicago en 2013-2014, lorsque ça a été vendu à Mitsubishi Tanabe Pharmaceutique. La compagnie était à la bourse depuis 2007. Alors, Medicago, en fait, a évolué au travers des pires périodes qu'on a connues. Medicago a essayé de se financer au début des années 2000, faire un gros financement VC, alors que la bulle biotech était complètement éclatée. Puis, on est entré en bourse en 2007-2008 avec l'autre bulle qui a complètement fait dégonfler l'intérêt pour la spéculation boursière. Alors, ça n'a pas été facile, mais on s'en est sorti. Puis je le répète à toutes les fois, pour être un entrepreneur, il faut être un peu insensible au risque. Et puis, il faut foncer, puis il faut avoir confiance en soi, puis confiance en sa technologie. On va se poser la question, je pense, dans la journée aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence entre un challenge régional et un challenge mondial? En technologie, en général, maintenant, avec toute la facilité qu'on a dans la communication, un challenge technologique, c'est un challenge qui est à l'échelle mondiale à toutes les fois parce que la compétition est très forte. La compétition, on l'a
elle n'arrive pas comme la farce qu'on faisait avant, qui référait au miroir dans une auto, qui disait les objets que vous voyez sont peut-être plus proches que vous pensez. Mais là, en technologie, on a la compétition en face de nous constamment. Et avec tout ce qui se passe sur le web, ben, on l'a pas seulement en face de nous, mais il faut la protéger. Puis ce n'est pas seulement les brevets qui la protègent. On est maintenant rendu avec des systèmes de cyberprotection qui sont de plus en plus coûteux pour les entreprises, mais c'est le coût à payer pour protéger la technologie qu'on développe. En 2014, je vais quand même corriger une chose que tu as dit, Mario. Je me suis intéressé à une autre compagnie dont je ne mentionnerai pas le nom parce qu'elle est à veille de sortir à son échelle industrielle en ce moment. Mais en 2014, 2017, 2018, j'ai travaillé avec un autre groupe d'ingénieurs en agrobiotech et qui ont mené à bien un projet et qui sont en train de trouver un financement industriel qui implique quelques joueurs importants du Québec. Puis ça va sortir, j'imagine, au début de l'année 2021. Mais à partir de 2016, je me suis beaucoup impliqué avec Anghany. Pourquoi Anghany? Anghany s'attaque à l'allergie et au traitement de l'allergie. Et c'est une motivation extraordinaire en technologie parce qu'il n'y a pas vraiment de traitement efficace pour l'allergie. On traite les symptômes. C'est une indication énorme. Il y a 30-33% des gens qui sont allergiques sur la Terre en ce moment. Puis il y a une déconnexion totale entre ce que l'immunologie connaît de l'allergie et ce qui est disponible pour le traitement de l'allergie. Alors, l'allergie, c'est un énorme marché. Ça n'en prend pas beaucoup plus que ça pour me stimuler et m'intéresser à un challenge comme ça. Et puis, c'est vraiment pour moi, pourquoi se relever après Medicago puis démarrer Anghany, mais c'est même pas une question pour moi. Le challenge est là, la capacité de faire un changement est là. La technologie d'Anghany est une technologie d'une nouvelle génération. J'ai participé à la développer en premier avec une collaboration que j'avais avec des collègues français qui avaient démarré la compagnie Anghany en France en 2010. Mais on a pris les bouchées doubles depuis 2016, puis on est rendu où on est en ce moment, c'est-à-dire avec la création de Anghany au Canada en 2018, en fait fin 2017. Nos premiers financements milieu 2018. Alors, ça va vite chez Anghany. On est 18 mois après les vrais premiers financements de la compagnie, puis on est déjà installé à l'Innoparc à Lévis. On a des salles blanches, un site de production pilote GMP. On a une équipe extraordinaire ici. On travaille toujours avec la France, qui est maintenant rendue une filiale d'Anghany Inc. canadien. Mais notre groupe de R&D fondamental est toujours là-bas avec des chercheurs extraordinaires qui sont des ex du CNRS en France, puis avec lesquels je collabore depuis, en fait, 1994, je pense, puis qui avaient beaucoup aidé Medicago aussi. Excellent. Merci, Louis. Écoute, je suis content d'avoir entendu pour les auditeurs dans la salle qui sont beaucoup des dirigeants d'entreprises ou des innovateurs, que, comme tu as dit, c'est après tous ces PhD et toutes ces années de recherche et de travail, c'est la flamme de l'entrepreneur qui fait la différence, puis ta combativité. Puis comme avocat et avec notre équipe, j'en suis témoin, puis on est très fiers de ça. Peut-être je vais aller un petit peu plus rapidement dans des questions, si tu permets, Louis, parce que je pense que tu as couvert pas mal des éléments que je voulais t'entendre redire. On peut en parler parce que le document est signé et sens-toi à l'aise là, de ce que tu peux nous dire. Oui, le cœur d'Anghany, comme tu as dit, peut-être faire la distinction, le cœur d'Anghany porte sur les allergies, un vaste marché mondial, mais à l'occasion des recherches que vous faites, vous avez eu un accent à cause de la pandémie qui est venu sur trouver une solution pour un vaccin COVID, un thérapeutique COVID plus particulièrement, mais très récemment, parce que c'est une collaboration avec une grande université européenne, donc l'Université d'Amsterdam, peut-être nous toucher qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce qui pourrait arriver là-dessus. Puis
aussi cette espèce d'importance d'être capable de signer des ententes stratégiques avec des géants mondiaux, dont ici, ce que tu peux te permettre de nous dire, là, c'est toi qui le sais, là, je te laisse aller, parle-nous un petit peu de ça, le niveau de la science, puis qu'est-ce qui s'en vient de façon plus particulière, selon toi, pour nous donner un petit peu d'espoir dans tout ça aussi, comme auditeur. Bien, on a parlé des anticorps monoclonaux. Les anticorps monoclonaux, ça décrit ce qu'on appelle une thérapie, une immunothérapie passive. C'est-à-dire qu'au lieu de stimuler le système immunitaire d'une personne, on remplace son système immunitaire ou cette réaction-là en injectant directement des anticorps qui permettent de neutraliser des cellules cancéreuses en oncologie, mais dans le cas de COVID, neutraliser le virus complètement. On a parlé des biopharmaceutiques, on a parlé de leur coût. Il faut parler aussi du volume. Si on veut produire des anticorps monoclonaux comme ceux que Donald Trump a reçus, il faut se mettre à faire des anticorps monoclonaux à un volume et à une cadence qui ne correspond pas du tout à la capacité manufacturière, même des plus grosses compagnies dans le monde, parce que ces compagnies-là continuent à faire des anticorps monoclonaux selon leur clientèle en oncologie et dans certaines autres applications. Mais quand on veut développer un vaccin thérapeutique, on va être capable de guérir une personne infectée par COVID et non pas la prévenir, l'infection, avec un vaccin plus traditionnel. Mais il faut s'attendre à être capable de faire des anticorps monoclonaux avec les anticorps monoclonaux de la plus grande qualité possible. La qualité pour un anticorps monoclonal, c'est son affinité pour le virus ou sa capacité de neutraliser. Il y a un groupe à Amsterdam, en fait, c'est un groupe d'Amsterdam, de l'Université d'Amsterdam, l'hôpital universitaire de l'Université d'Amsterdam et de Cornell qui ont isolé 2 anticorps monoclonaux qui sont en théorie 80 fois plus efficaces que ceux qui ont été utilisés pour traiter Donald Trump récemment. 80 fois plus efficaces, ça veut dire qu'on a besoin d'une dose 80 fois plus faible pour faire le même traitement. Puis ça ouvre la possibilité de penser qu'on est capable de faire des volumes qui vont traiter 80 fois plus de monde pour la même quantité. Et pour faire des anticorps monoclonaux, puis pour les rendre abordables, puis pour les rendre accessibles à tout le monde, il faut les faire au moindre coût possible. Donc, il faut qu'ils soient les plus efficaces possibles. Il faut les faire avec les plateformes manufacturières les moins coûteuses. Et les plantes sont encore la plateforme manufacturière la moins coûteuse pour faire ce genre de produit-là. Donc, on est allé voir les gens d'Amsterdam, le groupe d'Amsterdam de Cornell. On leur a proposé la plateforme d'Angeni, qui est une plateforme de plantes qui est capable de faire des vaccins contre l'allergie, on en a parlé, mais qui est aussi capable de faire des anticorps monoclonaux. Et on leur a proposé notre plateforme, puis on a été en discussion avec eux. D'ailleurs, ce groupe-là a publié la production de ces anticorps-là ou l'identification de ces anticorps-là dans la revue Science. Et on a présenté la plateforme, puis ils ont choisi cette plateforme-là pour essayer de développer, faire le développement commercial ou le développement pandémique, si on veut, des anticorps monoclonaux. Ce sont des anticorps monoclonaux qui intéressent aussi le Bill and Melinda Gates Foundation. On sait que la mission de ce fonds-là, cette fondation-là, c'est de rendre les médicaments disponibles pour les pays avec des économies moins actives que les nôtres, moins vivantes. Et donc, la plateforme qu'on propose chez Angeni, c'est aussi une plateforme qui pourrait réussir à faire des volumes rapidement pour ce genre de traitement-là. Pour en revenir à qu'est-ce que ce traitement-là fait, bien, c'est simple. C'est qu'on sait fort bien que les vaccins préventifs, là, ceux qui nous sont présentés maintenant, vont avoir une efficacité limitée pour certains groupes, entre autres les groupes pour lesquels le système immunitaire est compromis, parce qu'un vaccin, ça doit stimuler le système immunitaire pour que les personnes développent leur propre capacité de se protéger. Mais si ces gens-là ont un système immunitaire sénescent ou défaillant ou compromis, ces vaccins-là vont avoir peu d'efficacité. Puis il faut s'attendre encore à ce qu'il y ait des bons volumes de certaines populations qui soient infectées, qui ne puissent pas se protéger contre l'infection. Et donc, il faut être capable d'intervenir rapidement
pour essayer de contrôler le virus, pour le neutraliser par ce qu'on appelle l'immunité passive, c'est-à-dire les anticorps monoclonaux. C'est dans cette aventure-là qu'on s'est lancé avec Anguénie. Ça va très bien, on est déjà avancé, on a déjà retourné, on a fait les anticorps dans les plantes, on les a retournés à Amsterdam, ils sont testés en ce moment. Et il va falloir qu'on passe à vitesse grand V avec ce projet-là, probablement au tout début de 2021. Si Louis, peut-être, si on fait un bond dans nos questions, écoutez, se lancer comme vous avez fait comme équipe et se rendre où vous êtes rendu en frappant, comme tout le monde, la pandémie. Parle-moi donc un petit peu du financement pour notre auditoire ici qui doit se poser les mêmes questions de défis. Donc, comment vous avez réussi, Louis, à vous en sortir à date, là, une jeune bibliothèque comme la vôtre en termes de financement, puis qu'est-ce qui s'en vient là, comme étape ou qu'est-ce qui est votre stratégie là, pour appuyer votre croissance et votre financement, Louis? Bien, en premier, avoir fait l'expérience Medicago, ça m'a appris beaucoup de choses, mais ça m'a donné aussi une certaine visibilité et c'est ce qui nous a aidé à nous financer au début. On s'est financé jusqu'à maintenant, Anguénie a été financé exclusivement avec du financement privé. Et pas au travers d'organisations, d'anges connus. On a fait vraiment un démarchage privé, surtout auprès de gens du monde médical. Il y a des allergologues, il y a des médecins généralistes, il y a toutes sortes de gens du monde médical qui ont été très intéressés par le projet d'Anguénie. On parle du projet sur le développement de vaccins pour traiter l'allergie. La proposition en allergie d'Anguénie, elle est simple. On est en train de développer des vaccins qui vont, on l'espère, puis on va le voir en essai clinique, mais qui vont être capables de traiter l'allergie par un protocole de vaccination très simple, comme on fait des vaccinations comme on pense faire des vaccinations pour COVID ou qu'on en fait déjà pour influenza ou d'autres maladies infectieuses. Ça sera un grand changement pour le traitement de l'allergie. On a des bons résultats dans les animaux, on a des bons résultats dans des modèles ex vivo en ce moment, puis on s'apprête à rentrer en phase clinique. Je dis ça parce que le financement a tout été axé autour de cette promesse-là. Et peut-être contrairement à ce que la plupart des gens vont penser, mais la grande majorité des gens qui sont embarqués comme investisseurs dans le projet Anguénie sont des gens qui le font parce qu'ils sont motivés par le projet lui-même, puis parce que ce projet-là a comme promesse ou pourrait être capable de réaliser. À 33% des gens allergiques, ça veut dire que la probabilité qu'il y a 33% de nos investisseurs qui sont personnellement allergiques, mais presque la totalité de ces gens-là connaissent des gens dont la vie est impactée très fortement par l'allergie, que ce soit leurs propres enfants, leurs conjoints, leurs frères, leurs sœurs. Et honnêtement, c'est pas très difficile de trouver de l'intérêt pour ce projet-là. Ça nous a bien servi. Aujourd'hui, après 18 mois, en 3 rondes de financement privé, Anguénie a probablement amassé autour de 16 millions. C'est un gros effort. Et Anguénie a une équipe de gens qui sont dévoués, dédiés et tenaces. Mario la connaît presque toute, cette équipe-là. Et c'est des gens d'une très grande qualité. Notre équipe n'arrête pas de grandir. Puis notre équipe grandit en ce moment avec des gens même qui ont investi personnellement dans ce projet. Alors, ça va bien. Évidemment, il va falloir passer à une autre étape. Puis notre prochaine étape, c'est un financement en capital de risque ou un financement par appel public à l'épargne, un PAP, ou un IPO qu'on voudrait faire soit au milieu de l'année prochaine, soit on va être capable de se financer avec du capital de risque, avec des propositions intéressantes, puis on va attendre pour faire notre IPO jusqu'à temps de la fin d'une phase 2.
ce qui est important de comprendre pour les gens qui sont dans le domaine des biopharmaceutiques ou dans le domaine du life science en général, c'est que les essais cliniques en allergie se font auprès de patients qui sont des patients allergiques. Alors, au contraire de beaucoup de développements cliniques qui doivent être très patients parce qu'on commence par une phase 1 avec des gens sains, une phase 2 avec des gens sains, donc, et on ne regarde que l'aspect de la sécurité. Il est très difficile de vérifier l'efficacité des médicaments en phase 1 et en phase 2. Au contraire de ça, en allergie, on travaille avec des patients allergiques dès la phase 1. On peut même travailler avec des sérums de patients allergiques en préclinique. Alors, on en apprend beaucoup sur le mode de fonctionnement et c'est un luxe qu'on ne peut pas beaucoup se permettre dans d'autres aspects du développement médical. Alors, ça veut dire que pour nous, les phases 1 commencent au début 2021. Elles vont probablement durer 6 mois. On pense rentrer en phase 2 probablement en 2022 ou fin 2021. Et donc, la stratégie financière, ça va être d'essayer de créer un buzz l'année prochaine avec nos premiers résultats de phase 1 pour faire un IPO ou d'attendre à la fin des résultats de phase 2 ou l'entrée de phase 2 l'année suivante pour faire un IPO, évidemment, à une plus grosse valorisation. Et pour rappeler aux gens qui sont ici, qui ont peut-être suivi Medicago ou non, dans le domaine dans lequel on est, les compagnies qui ont complété des phases 2 safety et des phases 2 efficacité, comme ce qu'on prévoit faire, sont des cibles d'acquisition intéressantes. Donc, on pense que déjà en 2022, on va être une cible ou d'acquisition ou une cible pour un gros IPO. Merci, Louis. C'est très encourageant. Peut-être en terminant, bon, le gouvernement du Québec a eu un rôle à jouer. Je pense que je ne voudrais pas passer sous silence leur implication, peut-être en quelques instants avant de compléter le tout. Peux-tu nous parler de comment tu as trouvé tes relations avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et Investissement Québec et si tu avais des recommandations à leur faire ou tout simplement des commentaires là, constructifs? Alors, j'aurais pas mal d'heures à passer avec eux autres si l'occasion se présente. Premièrement, Medicago a bénéficié. Medicago s'est développé dans le temps de la SGF, puis aussi avec un programme qui s'appelait BioLevier, qui était aussi un programme d'investissement Québec. Puis ça l'a permis à Medicago de faire un financement en équité dans les années difficiles de 2002. Et je reviens encore en disant que c'était des programmes qui étaient extraordinaires, puis on trouvait une écoute d'une rare qualité pour trouver des sources de financement, puis un support, puis un partenariat dans ce temps-là. Il y a eu des années, tant qu'à moi, difficiles pour l'investissement institutionnel au Québec qui ont suivi. Je vois qu'il y a vraiment une volonté de revenir à une attitude de partenariat avec les entreprises. Je ne pourrais insister plus que ce que je vais faire aujourd'hui, mais si on me donne l'occasion de le faire, je vais le faire, que si on veut garder une autonomie, si on veut développer une autonomie de production de biopharmaceutiques, il faut commencer maintenant, puis ça ne se fera pas du jour au lendemain. On voit en ce moment que c'est même très difficile avec seulement le vaccin COVID. Si on veut se développer comme producteur en biopharmaceutique et acquérir une certaine autonomie, c'est maintenant qu'il faut commencer à investir. On a des compagnies qui sont des bijoux au Québec et au Canada. Et si on parle du Québec, il y a des compagnies qui sont extraordinaires ici. Il faut essayer de les garder ici. Le projet d'Angani, si tu me donnes une minute, Mario, le projet d'Angani, Angani veut se développer en créant une usine par produit. Et ça, c'est important parce que pour une société comme celle du Québec, notre intention, c'est de créer en premier, par exemple, une usine pour la production du vaccin pour l'allergie au chat, qui va être notre premier produit en développement clinique. Et ce sont des usines grandeur nature. On ne parle pas d'usine de production de vaccins pandémiques, on parle d'usine de production d'un vaccin qui doit répondre aux besoins de l'allergie
Et ce n'est pas les 30 % de la population mondiale qui veulent être traités. Il y a une fraction de ces gens-là qui vont vouloir être traités, puis en général, les cas les plus aigus puis les plus sérieux. Et on pense qu'on est capable de créer ici, premièrement, un réseau manufacturier, c'est-à-dire des usines de dimension acceptable et très envisageable pour la capacité financière, capacité des institutions financières du Québec. Alors, on voudrait s'installer en région, près des centres universitaires. Ça pourrait inclure Rimouski, ça pourrait inclure Sherbrooke, Gatineau, des endroits comme ça. On veut stimuler le développement, la croissance économique en région. On voudrait certainement pouvoir garder notre headquarter dans la région de Québec. Il y a maintenant avec Medicago énormément d'intérêt et d'attraction pour des gens de talent dans le domaine de la vaccinologie et des biopharmaceutiques à Québec. Donc, c'est notre plan de développement. Et je pense que le gouvernement ne peut pas rester sourd à un plan de développement comme celui-là parce que COVID le montre encore plus. Il va falloir être capable de se développer, premièrement, une autonomie manufacturière, et deuxièmement, garder le contrôle, un certain contrôle sur nos entreprises biopharmaceutiques. Puis troisièmement, être capable de créer de l'activité en région parce que des situations comme COVID, ça isole encore plus les régions des gros centres. Puis il faut être capable de créer des pôles ou des motivations puis des incentives pour que ces régions-là continuent à développer un personnel technologique compétent. Merci, Louis. Messieurs, c'est tout le temps que nous avions. Merci beaucoup pour l'entrevue. Avant de vous quitter, on a reçu une question de l'auditoire qui s'adresse au docteur Vézina. Que pensez-vous des nouvelles thérapies géniques? Est-ce qu'il y a des entreprises ici pour cette médecine personnalisée où la logistique et la fabrication sont clés? Je ne pourrais pas répondre comme un expert pour les thérapies géniques. On voit évidemment avec COVID que des approches thérapeutiques comme celle des vaccins ARN, des adénovirus, tout ça, tout ce qui vise à modifier de façon permanente ou transitoire le génome humain pour créer une réponse immunitaire ou pour écrire une réponse qui mène vers une thérapie. Toutes ces questions-là étaient comme restées en suspens. Les autorités réglementaires ont toujours été un peu frileuses à opter pour ce genre d'approche-là. Avec COVID, on s'aperçoit qu'on n'a pas vraiment le choix. On va en avoir la démonstration bientôt avec les vaccins ARN. Puis je suis certain que pour les spécialistes en thérapie génique, je mêle peut-être certains concepts qui pour eux sont très, très, très différents. Mais je crois qu'avec COVID, il va y avoir un essor pour ces technologies-là. Les technologies manufacturières pour les thérapies géniques, en général, sont peu existantes au Québec, à ma connaissance. Ce n'est pas des technologies. Le manufacturing de ces thérapeutiques-là n'est pas complexe, en tout cas pas de mon point de vue à moi. Puis il n'y a pas de raison pour qu'on n'acquiert pas une capacité de production pour ces thérapeutiques-là. Merci beaucoup, Dr. Vézina. Merci beaucoup, Mario, pour cette intéressante entrevue. Ça met très bien la table pour le reste de nos discussions. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon associé Jean-Philippe Leduc et ses panélistes qui sont à notre bureau de Montréal avec des plexiglas pour être conformes aux réglementations gouvernementales. Donc, Jean-Philippe, je te laisse poursuivre les discussions. Merci beaucoup, Sarah. Alors, je me présente, Jean-Philippe Leduc, associé avocat chez BCF Avocats d'affaires. J'aurai l'honneur d'animer aujourd'hui ce panel de notre forum stratégique portant sur la participation d'entreprises à la relance économique et plus précisément quant au commerce local ou domestique et au commerce international. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos distingués invités. Nous les remercions d'emblée d'avoir accepté notre invitation et sommes assurés, si je me fie à notre rencontre préparatoire, que nous aurons des échanges plus qu'intéressants. Nous sommes donc rassemblés aujourd'hui en direct de nos bureaux de Montréal, comme Sarah le disait, dans le respect des normes sanitaires gouvernementales, en présence de 2 de nos 3 invités, à qui je souhaite la plus cordiale bienvenue, et aussi à un de nos invités qui est à distance,
Alors, je débute tout d'abord à ma droite avec Mme France-Margaret Bélanger, qui est vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales du Club de hockey canadien Inc. et membre du comité exécutif du groupe CH. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour. Monsieur Éric Larouche, je ne sais pas s'il s'est connecté à nous. Il est vice-président ressources humaines chez Ecom Timber Corporation, ou en bon français, Corporation Ecom Timber. Alors, bonjour. Et M. Martin Brisebois, qui est à ma gauche, président et fondateur de Aéro Qualité Contrôle Inc. Bonjour à tous. Alors, avant de débuter notre causerie, vous me permettrez de présenter quelques notes biographiques à leur sujet ou concernant leur entreprise. France-Margaret Bélanger est aujourd'hui la seule femme identifiée à titre de numéro 2 d'un club de la Ligue nationale de hockey, soit le Canadien de Montréal. Elle agit à titre de gouverneure suppléante au sein de la Ligue nationale de hockey. C'est d'ailleurs elle qui, en 2009, a coordonné la vente du Canadien de Montréal au groupe de Jeff Molson avant d'être embauchée par celui-ci 4 ans plus tard, en 2013. Madame Bélanger est responsable de la génération de revenus de l'organisation, que ce soit pour le Canadien, le Rocket de Laval, l'équipe Spectra et Evenco. Elle dirige les activités de marketing, de gestion de la marque, des relations communautaires de l'organisation, en plus des stratégies au niveau de la restauration, de la billetterie et de la satisfaction de la clientèle. Enfin, on ne peut passer sous silence sa nomination récente par le commissaire de la Ligue nationale de hockey, M. Bettman, au sein du conseil exécutif d'inclusion de la Ligue nationale, pour laquelle nous la félicitons chaleureusement. Merci. M. Éric Larouche, qui est à distance, M. Larouche s'est joint à l'équipe d'Ecom Timber Corporation en mai 2019, mettant à profit plus de 20 ans d'expérience dans le secteur manufacturier et des entreprises multisites au Canada et aux États-Unis, notamment pour Tembec, Cascade, dont il a été directeur d'usine en Nouvelle-Angleterre, Abitibi Consolidated et plus récemment, Kaycan. Il agit à titre de responsable des affaires publiques de l'environnement au sein d'Ecom Timber Corporation, laquelle compte, pour votre information, 7 scieries, une usine de seconde transformation, une usine de fabrication de poutrelles en de bois d'ingénierie et une talentueuse équipe composée de plus de 1000 employés. D'ailleurs, fait à noter, la scierie de Timmins a célébré ses 100 ans d'activité en 2019. Enfin, M. Brisebois, Martin Brisebois, est le fondateur d'Aéro Qualité Control et DQC Dust Collectors. En plus d'être le principal actionnaire et seul dirigeant, il est aussi un entrepreneur dans l'âme, un concepteur et un développeur. Aéro Qualité Control se spécialise en humidification de l'air ainsi qu'en fabrication de différents produits, tels que des dépoussiéreurs et de l'équipement de capture à la source. Aéro Qualité Control est bien ancré depuis 30 ans dans le domaine du traitement de l'air, sujet chaud présentement, évidemment. Leur tout dernier produit, un capteur d'aérosols pathogènes innovant, développé en réponse à la COVID-19, le Maximed, a sans contredit piqué notre curiosité en ces temps où la pandémie causée par la COVID-19 sévit toujours. Il est utilisé en milieu hospitalier, et M. Brisebois nous en parlera dans quelques instants. Alors voilà pour les notes introductives. Débutons maintenant notre panel. Mise en contexte avant de poser la première question, je vais vous demander, et je vais demander à mes 3 panélistes de se replonger le 12 mars 2020, avant que le Canadien ne décide d'annuler sa rencontre prévue ce soir-là contre les Sabres de Buffalo, et donc avant que les États du monde entier ne suspendent la vie telle que nous la connaissions alors en raison de la pandémie causée par la COVID-19. Comme première question, pour bien nous situer, pouvez-vous nous résumer succinctement et à tour de rôle vos ou votre entreprise, vos et ou votre marché, vos fonctions et votre rôle au sein de celle-ci? Et je vais débuter avec Mme Bélanger, si vous voulez bien. Alors, merci Jean-Philippe. Bonjour tout le monde. Ça me fait grand plaisir d'être ici avec vous ce matin. Alors, pour ce qui est des entreprises, je pense que le Canadien de Montréal, on sait quand même c'est quoi. C'est une équipe de hockey de la Ligue nationale. Il y a aussi le Rocket de Laval, qui est notre équipe de la Ligue américaine, qui joue à Laval. Ce sera la 3e saison lorsque la saison démarrera en 2021. On a aussi Evenco qui est probablement le plus grand promoteur indépendant au Canada. Promoteur de quoi? De spectacles, de divertissement. Donc, on fait beaucoup de spectacles. Evenco, quand les choses vont bien, quand on peut présenter des spectacles, c'est entre 1200 et 1500 événements par année.
Alors, c'est quand même plusieurs événements dans diverses salles, partout au Québec, dans le nord-est des États-Unis et dans les Maritimes. Et c'est aussi Spectra qui est le grand maître d'œuvre des grands festivals de la place, c'est-à-dire du quartier des spectacles, donc le Festival international de jazz, les Francopholies de Montréal ainsi que Montréal en Lumière, des festivals donc gratuits, grand public qui se déroulent habituellement à l'été. Alors, c'est l'essence des entreprises. Pour ce qui est des marchés, en fait, les marchés, nous, c'est tous ceux qui s'intéressent soit au hockey, soit à la musique. Habituellement, évidemment, ça se passe à Montréal, tout ça, donc pour la plupart de nos événements, à tout le moins. Donc, c'est plutôt des gens, une clientèle locale, mais il y a aussi énormément de gens qui viennent de l'extérieur du Québec, surtout de l'extérieur de Montréal, pour venir soit voir le Canadien ou encore pour nos grands spectacles, nos grands festivals. Et les fonctions, ils ont quand même pas mal été décrites. Donc, vice-présidente exécutive, chef des affaires commerciales, alors vraiment en charge de la génération de revenus et toutes les matières commerciales de l'organisation. Voilà. Merci beaucoup. Je poursuis avec M. Larouche qui est à distance. On vous écoute. Oui. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, bien sûr. OK, bon matin. Écoutez, ICOM, en fait, dans sa nouvelle version, environ 10 ans de vie, essentiellement, ICOM est la création à l'époque où on se souvient, où les forestières voulaient se départir de leur opération forestière. Donc, excusez-moi l'anglicisme, c'est un spin-off de Domtar, de leurs activités forestières essentiellement. C'est ce que ICOM est. À l'époque, ICOM était coté à la bourse et a été racheté il y a 10 ans, en fait, il y a 7 ans et demi par une firme de New York qui s'appelle Kelso, qui détient 100% des actions de ICOM. Kelso, juste rapidement, qui sont-ils? C'est une firme de private equity qui a été créée environ il y a 70 ans de ça à New York, par M. Kelso, qui lui aidait à l'époque les employés à racheter leurs entreprises qui étaient en difficulté et à en faire un meilleur actif ou en faire de meilleurs actifs et à continuer à les faire croître. Et c'est une firme qui croit qu'on doit avoir des bonnes pratiques de gestion, de bons gestionnaires en place afin de maximiser le plein potentiel des activités de l'entreprise. L'entreprise ICOM a grossi au fil des temps en achetant en 1996 l'usine de Air Force de Weyerhaeuser et comme vous l'avez mentionné, on a acheté l'usine de Poutrel-en-Y qui était un joint venture à l'époque de Canfor et du groupe Anthony aux États-Unis. Donc, on a un chiffre d'affaires autour de 700 millions. On compte au-delà de 1300 employés et on a éventuellement la vision de vouloir doubler en grosseur pour éventuellement amener l'entreprise vers un IPO. Donc, c'est un groupe dynamique et la particularité de ICOM par rapport à d'autres forestières, si je peux me permettre avant de terminer, c'est qu'on est des sieurs. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, nos projets d'investissement, on les justifie pas en disant que une scierie est le plus gros fournisseur de copeaux d'une usine de porc. Pour nous, c'est de maximiser la forêt, maximiser la ressource. Donc, on a un modèle d'affaires qui est manié très traditionnel et est intégré verticalement, où est-ce qu'on veut maximiser la ressource. Nous, on fait des produits forestiers pour la construction. Et on a développé un créneau aussi de service à la clientèle vers tout le marché du commerce au détail avec les Stella Jones, les Lowe's États-Unis de ce monde. Alors voilà, je suis responsable des ressources humaines, mais aussi, comme vous l'avez mentionné, des fonctions des communications, affaires publiques et environnementales chez ICOM. Merci beaucoup. Juste une petite question. Est-ce que vous avez des employés aussi aux États-Unis ou les entreprises sont canadiennes seulement? On a 9 usines, tous au Canada. Alors, majoritairement en Ontario, on a une usine à Matagami, Val-d'Or, Sullivan au Québec et notre siège social est quelques étages plus bas que le vôtre. Oui. de me perdre dans les ascenseurs et de voir votre social. Voilà. Monsieur Brisebois, maintenant. À tout seigneur, tout honneur, c'est à vous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Et le sujet de l'air, comme on dit, Aéro Qualité Contrôle, ça porte son nom. C'est de l'air et de l'eau en un mot. Et notre mission, c'est de livrer une qualité d'air partout où on travaille, partout où on vit.
On est obligé de respirer. De l'eau, on n'est pas obligé de l'avoir tout de suite, mais respirer, c'est une nécessité. Et en améliorant cette qualité d'air-là dans tous les milieux de travail, on passe beaucoup d'heures. Et une bonne oxygénation et une bonne qualité d'air vous rend une vie convenable, une amélioration de tous les contaminants, que ce soit pour les allergies, que ce soit pour les verres de contact, que ce soit pour toutes les choses. Et je fais toujours l'anecdote de dire, ben pour nos autos, on fait tous les changements d'huile qu'il faut respecter, les changements de filtre à air, mais pour l'être humain, on est négligent. Donc, on veut ramener ça en mission pour conscientiser les gens, puis ramener ce milieu de travail ou même dans les résidences, tous les endroits publics pour protéger puis améliorer la qualité de vie. C'est notre mission première. Le deuxième volet que je chapeaute, c'est le développement de produits que depuis toujours, je suis un concepteur né et j'identifie les besoins et qu'est-ce qu'on devrait améliorer pour protéger. Dans le contexte, on a parlé tout à l'heure de la Maximed. C'est un appareil qu'on a développé pour réellement sauver nos médecins, nos infirmières en salle d'opération. Et on a un capteur à la source. On va capter le COVID, mais ça va être bon pour plus tard pour un standard, exemple, pour la tuberculose ou tout autre contaminant. Et l'importance en ce moment de nos médecins, nos infirmières en salle d'opération, bien, quand on perd un médecin qui a 50, 60 ans avec toute l'expérience, tout le bagage, on crée tout un goulot et même un délai en salle d'opération pour le potentiel des opérations, on va dire, de cancer qui sont délestées, qui sont tassées. L'appareil permet une plus grande rapidité de ramener un client en salle d'opération ou en ORL. Permet aussi de ramener les salles d'opération en positif pour être sur la norme du NSPQ, dans le sens qu'aucun contaminant va rentrer en salle d'opération. Présentement, il travaille en négatif. En rajoutant l'appareil, ça réduit ça. Et pour la société, tout ça fait en sorte qu'on va pouvoir passer peut-être à travers mieux cette crise-là aussi. Puis, tous ces gens-là qu'on a formés, qui sont là pour prendre soin de nous dans le contexte actuel, ça devrait être une priorité de protéger ces gens-là. On est dans un deuxième développement de l'appareil pour répondre aussi au regroupement, je vous donne un exemple, salle de montre, les écoles, pour avoir un haut débit d'air recirculé, filtré, avec beaucoup de changements d'air à l'heure pour diminuer le taux de contamination lors des regroupements de personnes, que ce soit pour n'importe où. On est en ce moment en discussion avec Pierre Boucher. On en a dans le CCS des Laurentides en passant une vingtaine de machines qui sont déjà en opération depuis le mois de mai. Et si vous allez sur notre site Maximed, il y a 3 vidéos de Dr Alain Lamontagne, que je remercie beaucoup, qui a commenté depuis le mois de mai qu'ils vivent avec les appareils en salle d'opération. Il n'y a eu aucune contamination et propagation de tous les employés en salle d'opération dans le CCS de Laurentides. Ce n'est pas le contexte de l'hôpital pour la ventilation générale, de même que les écoles. On va arriver avec des solutions pour ça, qu'on va encore là innover puis éduquer le génie conseil du côté mécanique et les pratiques à faire pour améliorer ça. C'est un des volets que je couvre beaucoup depuis bien des années, la formation de génie conseil sur les pratiques, comment choisir pour s'assurer de non contaminer les conduits de ventilation, puis de livrer un livrable comme l'humidification, exemple de bâtiment. Souvent, je vous donne un petit exemple, dans les écoles, il y a du délestage. La réalité, il est fermé pour une économie d'énergie potentielle électrique. Mais un air humidifié bien contrôlé dans tous les endroits, la propagation de 6 pieds va être diminuée à cause de l'humidité et de la volatilité qui est disparue par rapport à un bon taux d'humidité. Tous ces volets-là font en sorte que, par rapport au début de la COVID, je veux dire, je me suis remis en question qu'on aurait fait notre mission, notre vision. On doit s'adapter rapidement. Tout comme l'interlocuteur du début, je souhaiterais que le gouvernement s'implique plus au début, soit plus proche de nous, que ce soit des partenaires, qu'il y ait des nouveaux défis dans le sens d'appui monétaire sur la recherche, le développement, pour se rendre à un produit fini transformé par nous, ici au Québec, et de rajouter cette plus-value-là, puis d'exporter ça dans les autres pays. C'est notre mission qu'on devrait se donner en tant que pays, province, pour rentrer des capitaux nouveaux et de garder ces entreprises-là ici, au Canada, pour que la génération future
voient le développement, l'amélioration et le potentiel de jobs super intéressants et des beaux défis pour eux, pour le futur. Et la qualité de l'air en est en cause, soit dans l'environnement, mais dans notre milieu de travail. On passe tous au minimum 8 à 10 heures dans nos entreprises ou dans nos maisons. Même là, ça prend un air de qualité pour être fonctionnel. Un peu ça le portrait actuel qu'on peut vous donner. Ouais. Bien, merci beaucoup. Merci de votre écoute. Fort instructif et intéressant. Puisqu'on est dans un forum où on se demande comment participer à la relance économique, M. Brisebois vient d'en toucher un peu, une partie de solutions sans doute pour le présent et l'avenir. Mais maintenant qu'on s'était replongé là, dans les activités qui étaient pré-pandémie, la pandémie frappe, on est le lendemain, le 13 mars, et on passe 8-9 mois depuis ce temps-là avec première vague, deuxième vague. Pouvez-vous nous décrire et expliquer succinctement à tour de rôle quels ont été les défis, les obstacles et les impacts auxquels vous et vos entreprises avez eu à faire face et auxquels vous faites peut-être toujours face ou vous êtes peut-être toujours confrontés, découlant directement de cette crise qui est sans précédent et de la mise en place des mesures gouvernementales afin de protéger la santé publique. On peut penser notamment aux défis d'approvisionnement, à la gestion des inventaires, aux délais de distribution de produits et à leur commercialisation. Ça, c'est peut-être plus spécifique pour e-com et Aéro Qualité Contrôle. On peut penser aux défis vécus par l'industrie du divertissement, des sports et spectacles, très durement touchés encore aujourd'hui. À l'aube, espérons-le, c'est un souhait personnel, mais je pense de plusieurs, d'une nouvelle saison pour la Ligue nationale de hockey et de nos glorieux. Oui, je suis assez vieux et j'ai assez de vécu pour pouvoir les appeler nos glorieux. Enfin, sans que ce soit une énumération exhaustive, on ne peut passer sous silence les défis qui ont été et sont toujours liés, encore une fois présentement, à la gestion des ressources humaines, à la mobilité des travailleurs et aux communications. Alors, à tour de rôle, on connaît votre entreprise, vos marchés, etc. La pandémie frappe, les défis, les obstacles, les impacts. Tiens, je commence avec M. Larouche, si vous me le permettez. Merci. En fait, en termes de défis, si on se replace au mois de mars, le premier défi à laquelle on avait peur, et ça ne s'est pas avéré, c'est une destruction de la demande. Rapidement, dans les premières semaines où il y a eu un confinement total, on a vu nos prix. En fait, le bois d'œuvre est une commodité, en fait, et transité. On peut voir les indices transiter à la bourse de Chicago. Donc, on avait peur de se replacer dans un contexte de 2009, 2010, 2011, si vous vous souvenez, lors de la crise financière, où est-ce qu'il y avait une destruction totale de la demande, donc plus personne n'achète de bois. Et ça a été le cas pendant 2 semaines. Ça n'a pas été le cas par la suite parce que les gens, en fait, il s'est passé 2 phénomènes. Les gens en confinement, avec le filet social que les gouvernements avaient mis en place, se sont mis à dépenser. Chez eux, premièrement pour des mini-projets et par la suite pour les projets résidentiels. Et on a vu aussi le prix, par la suite, le prix des maisons et les mises en chantier exploser. Alors, ça nous a permis, évidemment, la remontée, l'ascension fulgurante des prix a été un élément essentiel. Le plus grand défi, en fait, a été un défi au niveau de la mobilisation des employés. Combattu la peur à plusieurs fronts des employés, la peur de l'incertitude, la peur des employés qui venaient travailler avec un système immunitaire qui était plus faible. Les gens ne comprenaient pas pourquoi une scierie ou des scieries étaient considérées comme étant un bien essentiel dans je dirais, la chaîne de production globale. Et nos coproduits qui sont les sciures, les planures, les copeaux servaient à alimenter les usines de pâte qui, eux, dans le cas de Rayam au Témiscamingue, où ils font de la pâte de cellulose de spécialité, qui vont, entre autres, dans la fabrication de filtres à air ou d'agents liants ou de produits chimiques ou de produits pharmaceutiques ou les usines d'emballage. Alors, il a fallu mobiliser nos employés en disant « vous êtes essentiels pour une raison ». Par la suite, il a fallu combattre aussi la peur en milieu de travail pour ce que j'appelle tous les équipements de protection individuelle reliés à la COVID et les protocoles qu'on a mis en place
suivant à la COVID. On a mis en place dans nos installations des thermomètres d'imagerie médicale, de qualité médicale pour prendre la température à l'entrée de nos usines lorsque les employés entraient leur temps de façon électronique. Et on a mis en place un paquet de séries comme ça. Je dirais à la vague 2, il s'est installé une fatigue mentale, une fatigue qu'on a combattue en déployant, et j'aime pas la terminologie, une campagne, c'est vraiment pas ça, mais ce qu'on a appelé en anglais un Dare to Care campaign, où est-ce qu'on a établi 3 piliers importants pour nous, pour mobiliser nos employés. Un, c'était de célébrer les petits succès. 2, c'était ce qu'on appelait les reach out, donc de faire des contacts individuels et collectifs avec nos groupes d'employés et d'éduquer. Alors, comment ça prend la forme? Ça, chez nous, ça prend la forme de 5 à 7 virtuels, ça prend la forme de lunch and learn, ce qu'on appelle, où est-ce qu'on a des programmes de formation qu'on a brisés rapidement en petits modules pour faire des lunch and learn avec nos différents dirigeants. On a mis en place de façon systématique une liste qui circule aux 2 semaines où est-ce que les gens qui ont des dépassements ou qui ont des belles performances, on a un membre du comité exécutif qui va les appeler pour dire « Hey, comment ça va? J'ai entendu parler de telles affaires. » Et de façon très collective, on a établi en fait on a demandé à tous nos superviseurs d'avoir trois rencontres avec leurs employés d'équipe par semaine, où est-ce qu'on parle de winter blues, où est-ce qu'on parle de comment reconnaître les signes des gens qui ne sont pas focusés au travail ou qui appellent à l'aide. Alors, toute la question de la santé mentale dans la vague numéro 2 présentement, c'est un gros de nos efforts. Et aussi les comportements humains. On sait que quand on entre dans la première phase de l'année, il y a plusieurs choses qui changent dans notre environnement de travail, que ce soit la lumière, que ce soit le changement d'heure, que ce soit la saisonnalité ou la température. Donc, on aide nos gens à reconnaître ça. Et on essaie de les outiller du mieux qu'on peut pour ça. Et une autre affaire qui est très importante pour nous en termes de défis, c'est nos communautés. Nous, on opère dans des petites communautés où est-ce qu'il y a des municipalités qui vont entre 50 000 habitants à environ 5 000 habitants. Donc, pour nous, d'avoir des communautés fortes, c'est important. Alors, ce qu'on appelle le pilier Reach Out aussi, et de s'assurer qu'on a des liens avec nos conseils municipaux, nos communautés, pour s'assurer de les supporter. On a fait des dons de masques, des dons d'équipements médicaux aussi à des ambulants, à des petits groupes, des coopératives d'ambulance ou d'hôpital pour permettre d'avoir des communautés fortes, parce que si on dépouille nos régions à long terme, et ça, c'est un risque à long terme qui nous guette, et si on ne renforce pas davantage le Québec en ayant des régions qui sont fortes, on va en souffrir les conséquences, mais ça dans 20 ans. Et un exemple patent, puis là, je fais par rapport, le nord de l'Ontario, par rapport au dernier recensement, a perdu 1 million de personnes. Donc, il y a environ 1 million de personnes qui ont migré vers le sud du Canada. Mais ça ne fait pas des régions qui sont fortes, ça ne fait pas des entrepreneurs qui sont forts en région. Et ça, pour nous, c'est un défi constant, mais ça a été un défi qui s'est accéléré dans la COVID. Et un impact s'est accéléré dans la COVID. Alors, pour résumer votre question, d'un point de vue financier en termes d'impact, rien ne se perd, rien ne se crée. Les gens se sont mis à dépenser au lieu de dépenser dans des voyages dans le sud, dans leur maison, en habitation. Et ça a été bien pour notre industrie. Maintenant, les obstacles et les défis ont été en termes de mobilisation d'employés et d'engagement des employés. Et maintenant, je vous dirais, de combattre la fatigue mentale qui s'est installée dans nos opérations et avec l'hiver qui s'en vient. Merci beaucoup, fort instructif. La mobilisation des employés, la protection, puis les mesures de protection, non seulement pour leur santé physique, mais également leur bien-être. Alors, tout ce qui concerne les enjeux de santé mentale et aussi, vous prenez soin de vos communautés pour vous assurer d'avoir un bassin de personnes qui puissent répondre à la demande et continuer dans vos entreprises. Merci beaucoup. Monsieur Brisebois, à votre tour.
Oui. Est-ce que vous avez vécu à peu près les mêmes choses ou c'est différent? Oui, des ajustements très rapides au début, jusqu'à l'arrêt même au début, pendant une semaine. Après, se focusser sur quelle tendance il faut prendre, quelle protection il faut impliquer dans les ventes, dans l'usine. On a 2 volets, nous autres. On a des différents groupes, dessinateurs, concepteurs, production d'usine, clientèle aussi, même jusqu'à livraison, jusqu'à la réception de matériel, que parfois il faut qu'il soit désinfecté, potentiellement pas touché en contact avec les mains ou des choses comme ça. Mais beaucoup, ce qui a été travaillé beaucoup, c'était un peu comme tu as parlé, j'aime ton thème, Reach Out, c'est de conscientiser nos employés à faire attention, à protéger notre environnement où on travaille et s'assurer qu'il n'y ait pas de brèche de contamination possible, exemple, dans l'usine, puis que là, je suis obligé d'arrêter l'usine. Ça serait désastreux. Donc, on a fait des implications, même pour les temps des fêtes. Nous, moi, je dis que ça prend une certaine autonomie, puis qu'on décide pour mettre un risque à 0 dans l'entreprise, dans le sens que pour le temps des fêtes, on a rajouté des applications à iPhone, puis qui va servir même à tous les jours. C'est que si l'employé était à risque ou ne le sait pas, ou qu'il y aurait potentiel, disons la fête de Noël, puis qu'il y a une réunion familiale, minime qu'elle soit, puis que tu ne sais pas vraiment si les gens ont été ou quoi que ce soit, il y a un risque. Et à ce niveau-là, l'entreprise, nous, ce qu'on a fait, on s'est impliqué jusque-là, jusqu'avec nos ressources humaines. On a eu beaucoup d'échanges. Aller jusque dans le sens, exemple, je te donne le cas concret de Noël puis jour de l'an. Tu as un premier questionnaire que tu dois remplir par iPhone, que tu dois transmettre à l'entreprise. Est-ce que tu as été à risque, toi-même, de juger si potentiellement tu pourrais ramener le COVID dans l'entreprise? Si c'est oui, que tu es en contact et tu crois que tu es à risque, la réponse est facile. Tu dois aller passer un test que tu vas nous confirmer. Puis après, que tu vas nous renvoyer l'information. Après ça, tu vas avoir un deuxième questionnaire que tu vas remplir parce qu'on veut savoir est-ce que c'est à Noël ou c'est au jour de l'an que tu es à risque. Et si c'est à jour de l'an, tu devras en passer un deuxième test à cause du délai de la carence. Et à ce moment-là, même l'entreprise, on est allé jusque-là. Nous, on va payer nos employés même s'ils sont obligés de prendre un test puis de rester à la maison pendant le confinement. Parce qu'on prend quelques employés puis qui arrêtent potentiellement ça puis qu'on intègre ça à la compagnie, bien, le risque, le coût pour notre entreprise serait à peu près d'1,5 million de dollars par mois de pertes. Fait que dans ce sens-là, j'aime mieux en tant que chef dirigeant de pénaliser personne, de faire un peu la même approche que le gouvernement, d'appuyer nos employés. C'en est un reach out puis un commitment de compagnie pour appuyer nos employés, pour être franc. Dans les ressources humaines, ça est allé jusque-là. Bien, il y en a qui vont tricher. Moi, je suis un grand fervent de hockey. Bien, je retiens le numéro de chandail un petit peu, mais je ne peux pas juger le monde ou quoi que ce soit. Mais il y en a qui vont peut-être abuser. Malheureusement, on est humain. Mais c'est à nous à faire le meilleur jugement pour l'entreprise, pour protéger, montrer qu'on va protéger nos employés. On fait tout en notre pouvoir, et non juste par les règlements gouvernementaux ou Santé Canada. Je crois qu'on peut aller plus loin chacun. La même chose sur même l'air environnant de l'usine. Je vous donne un exemple. J'ai transformé mes centrales d'air en 100% d'air neuf. J'ai augmenté le chauffage. Il y a un coût plus énorme sur le coût de chauffage. Par contre, c'est sûr que je dilue le contaminant potentiel de beaucoup. Mais c'est des décisions d'entreprise. Et dans notre cas, surtout quand on s'en va vers une production qu'on fait de l'humidification, des poussiérages, la Maximed, je ne voudrais pas être pénalisé de ne pas pouvoir donner ou offrir cet appareil-là pour sauver nos médecins, nos infirmières, qu'eux vont à la guerre à tous les jours en entrant en salle d'opération, en passant. Et le risque est tellement élevé pour eux que notre mission, c'est de les protéger. Mais je reviens à nos employés. Il a fallu cette adaptation-là, la communication qui doit être rééduquée pour que les gens se parlent comme il faut, dans le sens que même quand ils se déplacent, de mettre un masque, il faut tasser notre orgueil ou, je ne sais pas, les vieilles habitudes de compagnie ou de confrères. C'est un respect en premier de soi, puis pour les autres. Mais la manière de le dire à quelqu'un, à son confrère, il faut le dire adéquatement aussi. Pour ne pas se sentir reject là, ou quelque chose comme ça, c'est à nous de démontrer la qualité d'être humain qu'on est. Mm-hmm. Et de créer une réaction confortable de se protéger. Et ça, chez nous, ça a beaucoup évolué, je vous le dis, en usine.
Au début, c'était réticent un peu, l'apparence, tous ces détails-là, mais on doit dédramatiser ça et surtout, nous, les présidents ou dirigeants, montrer l'exemple total. Là-dessus, on est en bonne voie, on est bien protégé. C'est pour ça qu'on a pris des décisions plus loin que ce que le gouvernement demandait pour protéger surtout l'entreprise, parce que là, à ce moment-ci, on va être à très, très haut risque à cause du temps des fêtes, à cause du Thanksgiving, puis que les gens sont, malheureusement, ils veulent se voir. Je comprends tout ça. Moi aussi, j'adore Noël, j'adore tous ces facettes-là, mais la réalité, ça ne devrait pas avoir lieu, les regroupements, je crois. Surtout dans la quantité qu'il y a présentement. Sinon, après les fêtes, ça va être désastreux. Et je crois qu'on est à un niveau plus que maximum déclaré, je vais vous dire. Donc, incitez à vos employés, le respect entre vous, d'au moins de protéger comme il faut. Puis surtout, tout est base de communication. Réinsister pour avoir une communication gentille, fine, serviable et surtout vouloir aider l'autre être humain pour l'aider dans sa vie. Mais en premier lieu, l'instinct de survie. Oui. Bien, merci beaucoup. Oui. Fort à propos, tout ça. Puis, j'ai quand même une sous-question. Vous dites en usine, le comportement a changé. Oui. Vous avez une usine? Vous avez combien d'employés? Une usine, on a à peu près une vingtaine d'employés dans l'usine. On en rajoute du monde à tous les mois, à vrai dire, en ce moment. Mm-hmm. Et le côté vente, administration, marketing, design, tout ça, c'est des gens de bureau. On est habitués. Tandis que dans l'usine, c'est des gens qui travaillent physiquement, qui exécutent des tâches. C'est comme sur les chantiers de construction. Des fois, ils doivent se réveiller l'un proche de l'autre, une pièce pesante ou quoi que ce soit. Encore là, des fois, il y en a je vais vous dire, des stéréotypiques, des gars machos, là, ils ne veulent pas porter le masque. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de le redire et de montrer l'exemple. Parce qu'ils ont des habitudes, c'est tout. Mm-hmm. Ils ne sont pas conscientisés qu'ils seraient très tristes. Autrement dit, si je te transmets le COVID et tu décèdes, bien, même si j'étais bien macho, je vais regretter. Mais moi, dans ma vie, j'ai un slogan, je ne veux jamais me dire « j'aurais donc dû » parce qu'il est trop tard. Donc, il faut prévoir et aider les gens à cette transition-là. Même dans des cas de gens qui vont faire des transports, que ce soit des gens qui déplacent dans vos concessions, toutes ces choses-là, le respect du port du masque est si important. Mm-hmm. Et malheureusement, s'il y en a un qui ne le porte pas, bien, la réaction en chaîne part, puis etc. Mais c'est à nous à redéfinir ça, à redécrire et à respecter ce qu'on demande, ce que le gouvernement demandait. Moi, au tout début, on regarde la pandémie, il répétait à tous les jours continu. C'est de valeur que ça a cessé, parce qu'il devrait continuer encore, vraiment. Mais dans nos entreprises, puis les gens proches, autant que si je te croise, tu ramènes ça chez toi, la réaction en chaîne elle est tellement hypocrite dans ce cas-là, et les séquelles peuvent être permanentes jusqu'au décès. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue, parce que ça n'a pas diminué présentement, ça a juste augmenté. Donc, la protection primaire, le stade primaire, que ce soit en entreprise, c'est là qu'on passe le plus de moments, c'est là qu'on croise nos employés. Donc, le respect de tout ça, quand tu te déplaces, tu portes ton masque, etc. Tous les protocoles, les désinfectations des mains est encore là extra important et il ne faut pas croire qu'on l'a assez répété. On doit donner cet exemple-là, puis c'est à nous surtout, les dirigeants, de le démontrer, de le redire. « Hey, excuse-moi, tu as oublié ton masque. Porte-le, s'il te plaît. » Et quand je dis gentiment, c'est super important, cette communication-là, pour changer justement les habitudes. Oui. Merci. Effectivement, l'exemple vient souvent d'en haut. Oui. Et je pense qu'avec vous, puis avec votre message, il doit être bien compris. Sinon, on continue l'éducation de nos employés dans le respect. Maintenant, je l'ai dit tantôt, une entreprise ou une industrie qui a été, puis qui est encore durement touchée, le sport professionnel, les spectacles. Alors, quels sont les défis et obstacles que vous avez vécus, que je pense que vous vivez encore? Oui, bien, en effet, on parle de défis, d'obstacles et d'impact. Puis nous, c'est comme vous le soulignez plus tôt, tout s'est arrêté le 12 mars. Et puis, mis à part ce qu'on a pu réussir à faire à Toronto dans la bulle, au niveau des... excusez-moi, j'ai juste le mot anglais, la round, mais en tout cas, les qualifications pour... Merci beaucoup, le tournoi préparatoire, voilà. Et par la suite, notre première série.
vraiment nos activités, lorsqu'on regarde l'horizon au complet, c'est vraiment à zéro. Pour revenir au hockey, puis c'est la même chose pour le divertissement, c'est des spectacles. Donc, ce qu'on fait, vous savez, au Centre Bell, on a 21 302 sièges. Alors, ce qu'on fait au Centre Bell, c'est qu'on ouvre nos portes, puis les gens viennent, puis les gens participent à un match de hockey. Enfin, encouragent à tout le moins, participent à leur façon. Et puis, au niveau des spectacles, c'est la même chose. On fait des grands événements, on fait des festivals. On peut penser au Cheaga, au Parc Jean-Drapeau, un festival qui se déroule au mois d'août. On parle de 45 000 personnes en même temps, là. Alors, c'est sûr que ça, c'est totalement à zéro. Je crois que maintenant, le gouvernement parle de 6 personnes à la fois. Alors, on est loin de notre 45 000 du Parc Jean-Drapeau. Ça va être long, mais on respecte les ordres du gouvernement. Je pense que c'est pour la santé de tous. C'est très important. Martin Brisebois en parlait tout à l'heure. Cette histoire-là, c'est comme une allumette. Hein. Quelqu'un l'attrape, c'est comme ça part en... C'est fou, la transmissibilité de ça. Donc, il faut faire attention. Mais nous, nos défis de gestion ont été que vraiment, c'est tombé de 100 000 à l'heure à zéro. Et donc, on a beau penser vouloir maintenir tout le monde en poste, les centaines et les centaines d'employés qu'on a, puis les milliers d'employés qu'on a aussi à l'événement, c'est pas possible de garder tous ces gens-là en poste parce qu'on n'en a aucune activité. Alors, comment on s'organise pour les supporter? Comment on s'organise pour leur offrir quand même un certain montant de salaire? Comment on s'organise? Il y a eu des mises à pied temporaires, bien sûr. Il y a eu certaines mises à pied permanentes parce qu'on était rendu là. Mais l'idée, c'est de toujours garder le lien avec tous ces gens-là pour s'assurer que lorsqu'on reprendra nos activités, parce que c'est sûr qu'il y aura une reprise. Et en fait, ça nous donne beaucoup d'espoir puis beaucoup d'énergie de savoir qu'on va reprendre. Puis du côté du hockey, on espère que c'est imminent. Alors, c'est de garder ce lien-là pour faire en sorte que tout ce talent-là, toute cette expertise-là, on a des employés absolument extraordinaires qui sont là depuis des années et des années. S'assurer que ces gens-là reviennent vers nous. Alors, on a supporté nos employés tout au long de cette crise-là. Ça va faire bientôt 9 mois, là, au 12 décembre. Alors, comme je crois que c'est Éric qui parlait de ça tout à l'heure, tu sais, le lien, garder comment on fait pour faire des town halls, où est-ce qu'on parle, toute l'équipe de direction parle à ces centaines d'employés-là qui se branchent puis qui nous écoutent. Ça, de façon assez étrange, même si on est tous à distance, parce que nous, dès le mois de mars, on a demandé à tout le monde de travailler à la maison parce qu'il n'y avait aucune justification d'être au bureau, là. On n'a plus d'activité, on manifeste rien. Alors, les gens ont travaillé de la maison, mais donc, même au travers de toute cette distance-là, avec des town halls, avec des appels plus soutenus, on arrivait presque à communiquer plus souvent à l'ensemble des employés. Tu sais? Fait que alors voilà, donc impact majeur. Puis défi, c'est qu'aucune visibilité vraiment à savoir quand est-ce que ça allait reprendre. Là, on en a un peu plus avec le vaccin. Depuis 3 semaines, on parle d'un vaccin. Pfizer, Moderna, il y en a d'autres avec un taux de réussite assez élevé. Alors, on sait que c'est une question de distribution. Ça prendra un certain temps, mais il y a beaucoup d'espoir que les choses vont reprendre. Puis, au niveau du hockey, on espère que ça va reprendre bientôt, en 21. Puis, au niveau des spectacles, bien... C'est sûr que on a des spectacles au niveau de le quartier des spectacles, le jazz des francophonies, on en parlait tout à l'heure. On planifie ces spectacles-là, ces grands festivals-là, en présence, mais aussi d'un point de vue digital, comme on l'avait fait cet été. On a fait des spectacles digitaux. Ou numériques, je devrais plutôt dire, je pense que c'est la bonne expression. Puis au niveau des spectacles, Oshéaga, Il Sonic et puis l'Assaut, qui était un tout dernier festival, un festival de musique country. Ça, on planifie les faire avec des gens, là, vraiment. Puis s'il faut, on ajustera le tir, puis on fera ça plus de façon numérique. Mais alors, c'est comme ça qu'on planifie ça pour l'instant. Alors, on a aussi fait plus d'activités communautaires. On a cuisiné des milliers de repas. Je pense qu'on est rendu à 126 000 repas qu'on a fait au Centre Bell avec nos chefs, avec nos installations pour les cuisines solidaires. On était capable de faire ça parce qu'on avait des gens qui étaient là, puis en même temps, ça les gardait occupés à cuisiner. On a fait aussi un truc qui s'appelait « S'élever ensemble » durant l'été. On a mis une tonne de prix, vraiment des trucs qui ne s'achètent pas, comme aller faire du paintball, exemple, avec Brendan Gallagher. On a mis un tas de prix comme ça à l'encan pour lever des fonds, pour justement faire des repas, puis aller livrer ça aux gens qui travaillaient en CHSLD. Puis aussi pour Centraide, le fonds COVID. Alors, on a fait des choses comme ça pour essayer de demeurer présent dans l'esprit des gens. Alors, voilà. Bien, c'est fort intéressant parce que, bon, évidemment, c'était une question qu'on avait, comment on reste top of mind ou dans l'esprit des gens. Puis bon, évidemment, vous avez dit, il y a eu le tournoi préparatoire, puis après ça, au moins une ronde de séries éliminatoires. Ouais.
Puis après ça, votre directeur général hockey a fait plusieurs signatures, échanges. Alors là, ça a alimenté les tribunes populaires. Puis il y a eu des matchs d'autres époques. Et moi, j'ai 2 garçons qui jouent au hockey, puis ont permis de leur expliquer un petit peu l'histoire du Canadien en même temps. Alors, pour cette génération-là, c'est peut-être une façon de rester présent, mais au-delà de ça, vous avez pris plusieurs initiatives au niveau communautaire aussi. Absolument. Puis aussi, je vous dirais qu'on a la chance d'être, on est très, très présent sur les médias sociaux. On a, que ce soit notre compte Twitter, Instagram, on a vraiment, vraiment beaucoup de trucs sur les médias sociaux. Alors, puis on a un nombre, c'est assez hallucinant le nombre de gens qui suivent qu'est-ce qu'on fait. Alors ça, c'est extraordinaire. On a fait beaucoup, beaucoup de matériel, des vidéos, nos joueurs même en distance, parce que les joueurs étaient ici. Mais à un moment donné, quand la saison a vraiment été déclarée comme étant terminée, ils ont quitté, ils sont retournés dans leur maison. Mais ils ont quand même beaucoup collaboré. Puis, un exemple, vous posez la question, comment vous êtes demeurés en lien? Évidemment, il y a tous les partisans, mais aussi on a des détenteurs de loges, on a des détenteurs de billets de saison. C'est des gens vraiment qui font un très grand engagement envers nous pour une saison en entier. Et puis, ça, c'est notre idée. Puis, plusieurs autres équipes de la Ligue nationale l'ont copié par la suite, puis tant mieux. Mais nous, on a eu pour idée de demander à nos joueurs actuels, nos coachs, notre directeur général, enfin, puis certains anciens, comme exemple notre ami Guy Lafleur, on a demandé à ces gens-là de faire 50 appels chacun aux détenteurs. Ou aux détenteurs de loge. Alors, disons que tu as des billets de saison, tu prenais le téléphone une bonne journée, puis c'était chez Weber au bout de la ligne qui disait « Hey, comment ça va? » etc. Puis ça, évidemment, on n'a pas réussi à rejoindre tout le monde parce qu'on a plus de détenteurs de billets de saison, puis on a plus de détenteurs de loge, mais ça a quand même fait boule de neige. La personne qui était tout bonnement à la maison, comme ça, puis qui prend son cellulaire, puis c'est Gallagher au bout de la ligne, puis les gens, au début, ne le croyaient pas. « C'est pas vrai, c'est qui? » Puis c'était juste un appel feel-good de dire « Comment ça va? C'est pas facile. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, etc. Écoutez, nous, on est en stand-by. On a hâte de reprendre tout ça. Merci d'être là. Merci de nous soutenir. » Juste ce petit geste-là qui a été fait à une petite communauté, les gens ont été très touchés par ça. Puis évidemment, je répète, on ne peut pas le faire sur l'ensemble de milliers et de milliers de personnes, mais on a essayé de faire des petites initiatives comme ça. Alors, c'est pas facile, mais nous, vous savez, que ce soit du hockey ou le divertissement, c'est l'émotion. On joue dans l'émotion, on crée des émotions et, comme je le disais, des rassemblements. Fait qu'on a essayé de continuer dans l'émotion via nos plateformes digitales, numériques plutôt. Puis la même chose du côté aussi d'Evenco avec des capsules musicales, des artistes qui mettaient un playlist parce qu'on a des agences d'artistes aussi. Alors, exemple, je ne sais pas moi, Marie-Mé qui disait « Bon, ben moi, mon playlist pour ce week-end, c'est ça. » Ou Loud qui faisait quelque chose. Alors, on a essayé tant bien que mal de garder, de rester présent, puis surtout d'offrir un divertissement différent, mais un certain divertissement à ceux qui aiment la musique, à ceux qui achètent des billets de spectacle, puis à ceux qui nous suivent. Alors, voilà. Bien, merci beaucoup. Alors, je retiens encore une fois qu'on veut garder nos liens avec nos employés, évidemment, avec nos partisans ou nos fans, avec nos partenaires qui sont les détenteurs de billets de saison, de loges, puis aussi essayer de recréer, on va y revenir tantôt, mais dans tout défi, dans toute difficulté, on peut créer des opportunités. Alors, peut-être des opportunités de se rapprocher de nos employés encore plus parce qu'on les rejoint de façon différente et plus personnalisé avec ce genre de town hall-là. Et un appel personnalisé de chez Weber ou de Brendan Gallagher, je pense que personne ne va refuser ça au Québec, même pas les partisans des Bruins de Boston. Jean-Philippe, j'ai une question de l'auditoire, si tu me permets, qui s'adresse pour France Margaret. Quand toute l'industrie du divertissement est suspendue, faut-il pousser à innover ou même si on est en mode survie? Oui, c'est une excellente question parce qu'on se l'est beaucoup posé. Parce que innover, évidemment, ça signifie qu'on a des gens pour le faire. Hein? Alors, c'est sûr que lorsqu'on est à zéro, on se dit comment on gère tout ça, là? C'est les employés, le staffing, tout ça, la question des coûts, parce qu'il faut vraiment comprendre qu'il y a zéro revenu qui arrive. Là. Mais comme il y aura une suite, comme on a toujours eu bon espoir qu'à un moment donné, ça allait passer, il faut que ça passe. Puis on le sait que ça va finir par passer. Donc, oui, on a essayé de mettre... on a gardé un très, très, très grand nombre d'employés. Puis justement,
toute cette prestation-là, le Festival international de jazz virtuel, on l'a fait, on a pris une salle, on a tout fait ça comme dans un studio de télévision. Nous, on ne fait vraiment pas de la télévision, là. Mais là, on a monté un studio de télé, on a invité des artistes, on a pu payer des cachets, on a fait travailler tous les gens qui sont autour de l'art, de la scène, puis on a capté ça, des capsules. Alors, on a essayé d'innover, en effet, on a mis ça sur des sites web, on a publicisé le fait que c'était là. Exemple, Louis-Jean Cormier, qui avait fait un spectacle au Festival Francophonie, je ne me souviens plus, là, 2 ou 3 ans, peu importe. On a montré des bouts de ce festival-là à l'écran. Puis lui, il était là, puis il commentait sa propre performance. Fait que ça l'a créé toutes sortes de trucs comme ça, assez inusités. Puis pour ceux qui aiment Louis-Jean Cormier, ben, ils nous ont dit que c'était hallucinant d'être capable de voir son spectacle, puis lui qui commentait comment il s'était senti, puis tout ça. Alors oui, on a tenté d'innover, puis ça nous a aussi permis de penser, le contenu, c'est très important. Nos matchs de télé sont à la télévision. Nos matchs de hockey sont à la télévision. On sait que le hockey, c'est beaucoup de contenu. Mais au niveau spectacle, on en faisait moins. On faisait un spectacle, mais on ne captait rien. On mettait un artiste sur la scène, puis c'était un peu la fin. Mais là, on essaie de convaincre les artistes de nous permettre de faire un tout petit peu de contenu, puis d'envoyer ça à leurs fans. Puis c'est bon pour eux, c'est bon pour tout le monde. Alors, on innove, on essaie. Merci. Merci. Dernière question, Jean-Philippe, de l'auditoire également. Donc, encore pour Mme Bélanger, vous vous êtes tourné vers la communauté, donc vers le local pour pallier à la crise. Est-ce que c'est une tangente que vous désirez maintenir une fois que la crise sera derrière nous? Oui, c'est une bonne question. Bien, on a déjà la Fondation pour l'enfance du Canadien de Montréal qui fait énormément au niveau de la communauté, mais la Fondation a vraiment une mission puis un objectif très précis. Puis, c'est pas simple de prendre des fonds levés par la Fondation puis décider d'envoyer ça pour les travailleurs, exemple, des CHSLD qui étaient en besoin. On ne pouvait pas faire ça. Alors, la Fondation a toujours continué de faire toutes ces bonnes œuvres. On a d'ailleurs maintenant, je pense qu'on est en construction d'une patinoire. My God, j'aimerais savoir, je pense que c'est à Val-d'Or. Alors, tout ça s'est poursuivi. La Fondation a continué dans sa mission. Elle a aidé un tas d'organismes communautaires aussi durant l'été. Mais nous, au niveau du Canadien, on a tenté de faire notre part. Comme je l'expliquais, la question des cuisines solidaires, la question des prix qu'on a mis à l'encan. Alors, la question des cuisines solidaires, ça sera... On essaiera probablement de le poursuivre, mais ça va être difficile parce que lorsqu'on a des événements au Centre Bell, lorsqu'on est en activité, toutes nos installations, puis notre équipe, notre brigade de chefs, elle sert vraiment à livrer la nourriture pour lorsqu'on a des spectacles. Vous savez, au Centre Bell, en 1 heure, lorsqu'on a un match de hockey sur une période de 60 minutes, c'est 3000 repas. Là, je ne parle pas du hot dog à la concession. Là, je parle vraiment 3000 repas dans nos différents restaurants, puis tout ça, dans les loges. Alors, c'est énorme. Alors, ça sera difficile peut-être de joindre les deux puis de faire des centaines de milliers de repas comme on en fait à l'heure actuelle pour les cuisines solidaires, mais c'est certain qu'on va toujours maintenir notre implication au niveau communautaire, tout à fait. Oui. Merci. Jean-Philippe, je te laisse finaliser avec une dernière question, puis on pourra conclure ensuite. Une dernière question, puis je pense qu'on aurait aimé évidemment parler de commerce international. On pourra réinviter tous ces gens-là pour le faire à un autre moment. Alors, je vais terminer tout simplement en vous demandant, puis j'ai 2 petites citations, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Il y a Charles Darwin qui nous a dit que ce n'est pas l'espèce qui est la plus forte qui survit, ni la plus intelligente, mais c'est celle qui s'adapte le mieux au changement. Et M. Albert Einstein qui a dit dans la tourmente ou la difficulté se crée des opportunités ou de l'opportunité. Alors, on en a parlé un petit peu ici avec Mme Bélanger. En conclusion, quel est le plus grand apprentissage ou conseil que vous aimeriez partager avec notre auditoire et qui vous a permis de saisir les opportunités créées par le contexte actuel causé par cette pandémie et de vous adapter au changement? Je commence avec vous. Oui. S'adapter au changement, bien, moi, je reviens là-dessus, c'est revoir sa mission, sa vision, être à l'écoute, félicitations en passant pour vous, à l'écoute des gens. J'apprécie beaucoup, moi, votre geste. Et c'est la même chose en entreprise et la même chose pour la clientèle. On fait le reach-out des employés pour tout ça, pour solidifier tout ça, notre valeur fondamentale de notre compagnie. Mais notre clientèle, c'est quoi le besoin? D'identifier, puis de faire les changements en conséquence pour rejoindre la clientèle, le communiquer et l'informer sur les tendances à prendre puis l'amélioration de l'environnement présentement. Nous, on est concentré pur là-dessus, d'ailleurs. Et les gens nous répondent et sont fiers aussi qu'on veut les protéger puis de rendre leur environnement adéquat
Auparavant, ça aurait été reçu et non capté. Donc, on fait une mission de, même là, améliorer la qualité de la communication de notre message pour qu'on soit entendu, compris, et c'est pour eux qu'on le fait en premier. Donc, il faut rejoindre cette auditoire-là. Québécois, c'est assez facile. Pour nous, comme défi, comme entreprise, juste pour le petit volet international, on doit analyser la structure ontarienne, exemple, qui est différente du Québec, des CIUS, puis de toutes ces choses-là. Et du côté américain, mettons, un marché hospitalier qui est encore totalement différent, soit des privés, soit que c'est par des compagnies d'assurance détenues qu'on doit se rendre pour montrer ça. On a 6 hôpitaux du Colorado présentement qui ont nos choses, qui ont recommandé des appareils. On essaye d'obtenir des commentaires de eux et c'est le huis clos total. Et on m'a expliqué, par contre, il y a une personne très gentille là-bas qui m'a rappelé et dit « Martin, hors contexte, on va te dire pourquoi. Parce que nous, présentement, ta machine, on l'aime, on l'adore et crois-moi, elle nous protège réellement. Ça va. Mais si on publicise ça, puis dans un autre hôpital, il n'y a pas ton appareil et la personne est contaminée par nos employés, on reçoit une poursuite automatique. Et là, on a tout un défi d'entreprise de se rendre, de communiquer ça et de protéger toute cette autre façon de faire américaine. On est là-dedans présentement. Moi, j'ai un groupe que je vous conseille. J'ai deux gens qu'il faut que je nomme. Francis Boutin, Développement économique Québec, qui est une efficacité incroyable, mais aussi InnoCentre, qui est un groupe de gens comme vous, comme nous, mais qui sont spécialisés pour venir aider les PME, soit pour le côté web, marketing. Dans le cas là, j'ai un monsieur, Laurent Saunier, qui est avec moi, qui est un ancien PDG de Biron, qui avait fait le système à 2 vitesses, qui a aussi été dans le pharmaceutique, aussi dirigeant, puis qui m'amène dans d'autres évolutions, d'autres zones. J'apprends plein de choses. Je suis en évolution constante. J'adore ma job aujourd'hui. Je trouve ça tellement agréable. Puis, je vous dirais, tout ça, moi, ce qui découle de tout ça, de tout ce qu'on fait, nous, les gens, c'est la fierté de réussir notre mission, puis réussir notre entreprise aussi, c'est sûr, qu'elle soit saine. Mais ça, ce désir-là d'entrepreneur puis de détermination, moi, ça coule dans mes veines, vraiment. Fait que on vient là, c'est la base, c'est la communication, puis se faire aider, même justement dans le côté communication, pour qu'on soit bien perçu. On peut identifier nos silos, nos goulots par rapport à ce changement-là de COVID pour cibler vraiment c'est quoi le changement qu'il faut prendre, c'est quoi les habitudes, puis que des fois que je ne détiens même pas, mais ça me prend, il faut que je rajoute d'autres personnes pour compléter mon organigramme, pour que tout se livre et avance dans l'évolution de la pandémie, de la compagnie, pour être sûr de ne pas manquer un maillon de chaîne qui va ralentir tout le reste. Ça doit être réévalué assez constamment, puis pas être gêné de se faire auto-diagnostiquer ou évaluer. Il faut tasser ceux qui sont orgueilleux. Non, c'est le contraire. Le changement fait peur à l'être humain. Dans le contexte de la COVID, c'est une super pratique pour nos PME, dans le sens de ne pas avoir peur, d'identifier, de lâcher prise sur certains niveaux et après de mieux déléguer, de mieux être entouré. Je crois qu'on va sortir de là gagnant et plus performant. Tous ceux qui vont se servir de l'expérience et de cette communication-là qu'on fait. Même moi, au tout début, j'étais craintif de communiquer par web. Pourtant, j'ai fait tellement de formations en génie conseil, de l'éducation, présentation à l'Acherie, aux États-Unis, au Québec, partout. Mais je vous dis, aujourd'hui, je trouve ça fantastique. Mes journées sont plus performantes, plus rapides. J'apprends beaucoup plus de choses. Les gens m'éduquent sur des choses. Je rouvre mes 5 sens et je capte. Et j'essaie d'aller dans les bonnes zones, au bon rythme, où qui est mon goulot, mon silo, puis que je peux améliorer, mais je peux démontrer le portrait. Moi, je dis toujours le vrai portrait de la Mona Lisa. Je ne veux pas te montrer le semblant. Puis là, au moins, je peux améliorer ma culture, ma compagnie et démontrer tout ça à nos employés que le changement ne fait pas peur. On s'adapte. Oui. Merci beaucoup. Merci. Cet élan de passion enflammé. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à nos panélistes. Merci à Mme Bélanger, à M. Brisebois et M. Larouche. Merci également à toi, Jean-Philippe, et à Dr. Louis-Philippe Vézina et Mario Charpentier un petit peu plus tôt. Oui. Donc, c'était très intéressant comme discussion que nous allons poursuivre demain. Donc, demain, dès 8h30, vous êtes invités à participer à la discussion sur les fusions et acquisitions, donc comment croître par fusion et acquisition. On aura comme invité à ce moment-là Alfred Buget de Mac Capital, Jean Saint-Gelais
Gelais de La Capitale SSQ Assurance et Chérif Habib de Dialogue. Donc, sans plus tarder, je vous laisse à vos activités. Bonne journée et à tout le monde, à demain. Merci. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.